Sud Radio, le débat de la semaine. C'est l'une des recommandations de la semaine. Arriver à atteindre la sobriété énergétique pour parvenir à passer l'hiver. La France parviendra-t-elle à passer l'hiver dans de telles conditions? On va en parler avec nos trois invités qu'on accueille avec plaisir. Kevin Mauvieux, bonjour à vous. Bonjour. Député Rassemblement National de la circonscription de l'Eure. William Martinet est également avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes député Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, France Insoumise par ailleurs, de la 3e circonscription des Yvelines. La 11e. De la 11e circonscription des Yvelines, vous voyez, j'ai mal visé. Et Mathieu Lefebvre est avec moi. Bonjour à vous. Bonjour. Député Renaissance de la 5e circonscription du Val-de-Marne. Cette fois-ci, c'est la bonne circonscription. Avec vous, on va parler justement de cet hiver. Comment atteindre la sobriété énergétique? Est-ce que les conseils du gouvernement, baisser la température, éteigner la lumière quand vous n'êtes plus dans la salle, est-ce que ces conseils sont parfois infantilisants ou est-ce qu'au contraire, ce sont des conseils de bon sens dont on ne devrait même pas avoir besoin pour vivre chaque jour? On va en parler avec vous, mais avant ça, je voulais vous proposer chacun de répondre à l'interpellation de notre invité précédent, Hugo Martinez, qui lutte contre le harcèlement scolaire. Effectivement, des associations qui sont assez nombreuses à dire qu'elles ont besoin d'aide. Peut-être vous d'abord, Mathieu Lefebvre. La lutte contre le harcèlement scolaire, c'est une cause qui doit nous rassembler tous. Et j'entendais cette personne qui effectue un travail formidable demander des moyens supplémentaires pour la prise en charge des parents qui font face à des dépenses exceptionnelles. On est évidemment prêt à travailler avec lui pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale. D'accord. Kevin Mauvieux. Eh bien, déjà la même chose. Nous, on est prêt à travailler effectivement avec ces associations parce que le harcèlement scolaire est un fléau à la fois humain et à la fois professionnel, parce que tous ces enfants qui subissent le harcèlement plus tard auront du mal à suivre à la fois les cours et une insertion professionnelle correcte, tout en ayant à l'esprit qu'il n'y a pas de harceleurs et d'harcelés de profil type, on va dire. Donc c'est assez difficile de les détecter, mais une fois qu'ils sont détectés, je pense qu'il faut sortir cette problématique simplement de l'école et créer vraiment un véritable contexte juridique autour du harcèlement scolaire. Et William Martinet. Eh bien justement, dans le cadre de ce projet de loi de finances, avec plusieurs collègues de la NUPES, nous travaillons sur le sujet des violences qui sont faites aux enfants, avec le sujet de la violence entre les enfants, qui est généralement le cas du harcèlement, mais aussi la violence intrafamiliale, qui est un sujet très important. Et il y a un sujet commun à tout ça, qui est effectivement, et le président de l'association en parlait tout à l'heure, qui est la prise en charge des soins psychotraumas, puisque ces violences qui sont subies par les enfants pendant leurs jeunes années ont des conséquences sur le reste de leur vie, et il faut prendre en charge le plus vite possible et le mieux possible ces souffrances psychologiques. Exactement, parce que ça laisse des enfants qui sont traumatisés à vie. Je le disais, nous parlons de l'hiver. Revenons à la sobriété énergétique. 0826 300 300. L'EJDI. Guy nous appelle de Paris. Bonjour à vous, mon cher Guy. Bonjour Sud Radio. Bonjour à tous les députés. Merci beaucoup. Comment vous allez faire, vous? Je vais faire comme je fais depuis mon enfance. Ouais. Depuis ma tendre enfance, j'ai été habitué à faire des économies, ne pas jeter ce qui est réparable, etc., éteindre les pièces, et puis faire des économies dans tous les domaines, sans se priver pour autant. Donc pour vous, rien de nouveau, c'est du bon sens. Pour moi, c'est du bon sens. C'est un entraînement que j'ai. J'ai 72 ans. Depuis, je suis gosse. Et puis, depuis plus de 42 ans, moi, j'ai créé une entreprise de récupération et de recyclage. Là, je suis en retraite. Parce que j'ai vu qu'on allait dans le mur. En 78-79, j'ai vu qu'on allait dans le mur, vu les déchets qui étaient jetés dans les poubelles. Tout était mélangé. Donc, il y avait un consumérisme effréné. Et ça, c'était dans tous les domaines. Et donc, du coup, quand on vous parle de sobriété, eh bien, ça résonne à vos oreilles et vous trouvez bien que c'est sûr, une bonne chose. Et puis c'est un acte naturel parce que dans tous les domaines, on doit économiser parce que l'électricité, nous avons de plus en plus de machines électriques qui fonctionnent et pour ça, il faut alimenter en électricité. Comment faire, justement, on va en parler, comment passer l'hiver. Vous faisiez écho d'ailleurs à 79-78, c'était la première période en France où on a découvert que l'énergie n'était pas infinie et qu'il fallait faire attention, qu'il fallait trouver des idées à défaut d'avoir du pétrole. En un mot, avant de vous retrouver dans quelques instants, chacun de nos trois invités, est-ce que vous êtes optimiste à l'approche de cet hiver ou est-ce qu'on aura malgré tout des coupures? William Martinet. Non, moi je suis pessimiste, pas tant sur la question des coupures, on verra ce qui se passera, mais je suis pessimiste sur la façon dont les Français, notamment les classes populaires, vont subir cette sobriété. Là, je reprends les mots de la ministre Pannier-Runacher qui a inventé un néologisme. On dit plus personne en précarité énergétique, on dit personne en situation de sobriété subie. Pour ces gens-là, moi je suis très pessimiste malheureusement. On subit la sobriété. Kevin Mauvieux.
Alors moi je suis pessimiste déjà sur effectivement la situation de cet hiver. Après, curieusement, je m'inquiète pas forcément au niveau de la sobriété énergétique pour les classes populaires comme mon collègue, parce que malheureusement les classes populaires, la sobriété, elles l'appliquent par la force des choses depuis bien longtemps, parce qu'elles n'ont pas les moyens de se chauffer à 22 degrés, parce qu'elles n'ont pas les moyens de prendre des douches qui durent extrêmement longtemps. Les classes populaires, cet hiver, on leur demande de faire un effort qu'elles font parce qu'elles sont obligées de le faire depuis des années. Donc pour vous, elles ne peuvent pas en faire davantage, en tout cas c'est plus difficile. Elles ne peuvent pas en faire davantage, elles sont déjà dedans. Mathieu Lefebvre. Moi je suis réaliste et pragmatique et j'observe que mes deux collègues, ils ont voté contre le budget cette semaine en commission et ils s'apprêtent à le faire en séance. Ce budget qui limite la hausse des prix du gaz et de l'électricité pour tous les Français à compter du 1er janvier. Donc on va en parler justement et en débattre avec vous trois. À tout de suite sur Sud Radio. 0826 300 300. Comment passerez-vous l'hiver? Êtes-vous optimiste? Les Français arriveront-ils à le passer? On en parle tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, le débat de la semaine. La France en urgence énergétique. Comment passer l'hiver? On en débat avec nos trois invités. Kevin Mauvieux, député Rassemblement National. William Martinet, député Insoumis. Mathieu Lefebvre, député Renaissance. Tiens, comment passer l'hiver? C'est aussi prendre des mesures d'urgence. Comme ce qu'on vient tout juste d'apprendre, les camions-citernes vont pouvoir exceptionnellement rouler ce week-end sur la route. D'habitude, on ne les voit pas. Justement, pour pallier au manque d'approvisionnement en carburant d'un certain nombre de stations-service. Situation donc d'urgence qui commence dès maintenant. Mathieu Lefebvre. Oui, dès maintenant, avec cette pénurie de carburant, le gouvernement y répond avec tous les moyens qui sont les siens, mais il faut aussi que les négociations salariales puissent prendre et reprendre et faire en sorte que les entreprises qui puissent contribuer à la revalorisation des salaires le fassent avec toute leur puissance. Je le rappelle, les raffineurs, des raffineurs sont en grève à l'appel d'ailleurs de plusieurs syndicats. Mais quand vous dites qu'il faut que les négociations reprennent, c'est aux syndicalistes que vous demandez de reprendre les discussions. Aux entreprises. Nous, on l'a toujours dit, les entreprises qui peuvent augmenter les salaires doivent le faire. Qu'elles le fassent. William Martinet. Profitons-en pour poser la question. Pourquoi il y a en ce moment une grève dans les raffineries Total? C'est parce que Total est une multinationale qui fait en ce moment des super profits. C'est 10 milliards d'euros de super profits en ce premier semestre 2022. C'est le double de l'année précédente. Donc là, on est typiquement dans la situation d'une entreprise qui est profiteur de crise, qui se fait de l'argent avec ce que les Français payent à la pompe. Et là, de façon très légitime, les salariés de Total disent s'il y a des bénéfices qui sont aussi importants, qui probablement vont se traduire en dividendes, nous aussi, en tant que travailleurs, on fait tourner les raffineries, on contribue à tout ça, on a le droit à notre part du gâteau. Et ce qui me paraît légitime, et il faut qu'il y ait un dialogue social au sein de l'entreprise. Mais moi, du coup, j'en profite pour élargir le débat, puisque les super profits de Total, ils ne concernent pas uniquement les salariés de Total. C'est tous les Français qui devraient pouvoir profiter de cette manne financière. Décidée par Total au prix à la pompe qui est encore valable. Qui se compte en centaines de millions d'euros. Alors que les super profits de Total se comptent en milliards d'euros. Donc il y a un sujet de super profit qu'il faut être capable de récupérer. Donc c'est une proposition que la NUPES défend maintenant depuis plusieurs mois. Il faut absolument taxer ces super profits. On ne peut pas accepter qu'il y ait des entreprises et derrière des actionnaires qui profitent du chaos sur le marché pour récupérer autant d'argent. Et d'ailleurs, on a besoin de récupérer cet argent pour justement apporter des réponses à la crise énergétique, que ce soit à court terme pour bloquer les prix de l'énergie, mais aussi à moyen long terme si on veut financer, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments, qui est, on le sait, un sujet majeur. Et d'autant plus d'ailleurs qu'on en a parlé, Alain, il y a quelques minutes sur Sud Radio, il y a même une heure, les diagnostics de performance énergétique qui permettent d'étiqueter les logements sont pas toujours fiables. C'était une information de l'UFC Que Choisir cette semaine. Kevin Mauvieux, vous êtes député de l'Eure, il y a des raffineries pas loin de chez vous, vous êtes un député normand, il y a un grand port à côté. Est-ce que vous appelez les salariés de ces raffineries à reprendre le travail ou au contraire leurs employeurs à reprendre le dialogue? Alors évidemment, j'appelle tout le monde au dialogue, c'est dans l'intérêt général. Je voulais juste rebondir sur ce que disait mon collègue NUPES. Je suis heureux de voir que la gauche a reviré une nouvelle fois sa cutie, parce que au mois de juillet, on avait proposé dans le projet de loi pouvoir d'achat un amendement pour taxer les surprofits qu'ils n'avaient pas voté. Donc je suis ravi de voir que finalement ils sont pour la taxation des surprofits. C'est une bonne chose. On a déposé une proposition de loi sur ce sujet. Donc ensuite, je vous ai pas écouté, par contre je vous ai écouté jusqu'au bout.
debout. Ensuite, concernant la sobriété énergétique, parce qu'on s'éloigne un petit peu du débat en parlant effectivement des difficultés d'approvisionnement dans les stations-service. Que précisément, ce avec quoi on n'arrive pas à faire le plein, c'est ce qu'on est censé économiser. Donc parlons aussi de la pénurie. Exactement. Et revenons justement à la sobriété. Voilà, non, mais il y a une pénurie, il y a une problématique au niveau de la pénurie. Effectivement, tout le monde doit se mettre autour de la table. Mais le sujet de base, c'est quand même la sobriété énergétique, qui nous est vendue comme étant une stratégie. Une stratégie, c'est pas comme pour le Covid, de confiner tout le monde. Là, on va confiner énergétiquement les gens. On va leur demander de ne pas utiliser d'énergie parce que des décisions gouvernementales ont fait que la France ne sera pas en mesure d'approvisionner en énergie les Français. Le problème est là. La stratégie, c'est pas la sobriété énergétique. La stratégie, c'est d'avoir fait en sorte que aujourd'hui, les Français n'auront pas assez d'électricité cet hiver, qu'on sera obligé d'en acheter à l'Allemagne qui la produit au gaz, parce qu'on a voulu en France faire croire qu'on était écolo. Voilà, l'écologisme se mord la queue et on va acheter de l'électricité au gaz et on va vendre au passage du gaz qu'on a nous-mêmes à l'Allemagne pour pouvoir avoir de l'électricité. Bon, c'est un serpent qui se mord la queue dans tous les sens. Il y a absolument rien qui va. Et je suis désolé, ce n'est pas une stratégie. Ça s'appelle la solidarité européenne, pour répondre à Monsieur Mauvieux. Moi, je parlais de la problématique sur la sobriété. La sobriété, évidemment, c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique du gouvernement. Il y a aussi toute l'action que nous menons au niveau européen pour que les prix de l'électricité et du gaz diminuent, pour découpler l'évolution des prix du gaz et de l'électricité. J'observe que vos deux partis qui sont anti-européens et souverainistes sont absolument incapables de mener ce combat. Ensuite, qu'est-ce que nous Nous protégeons les consommateurs et nous protégeons tous les Français. Ça peut être les entreprises, ça peut être les particuliers qui ont du mal à se chauffer, ça peut être les collectivités, avec tout un tas d'aides ciblées et d'aides qui bénéficient également à l'ensemble des Français et que vous refusez. Pour revenir sur les super profits, si je puis juste de vous interroger sur les aides. Mathieu Lefebvre, parce que vous parlez des aides, c'est important. Oui, bien sûr. Vous avez voté contre, Monsieur Mauvieux. Vous êtes en commission des finances. Non, laissez-moi aller au bout. On était ensemble. On vous a imposé au mois de juillet une aide pour les gens qui se chauffent au fioul. Elle sera de combien? Elle sera versée quand? Parce que les gens se chauffent aujourd'hui. Vous l'avez pas imposé, monsieur, c'est le Parlement qui l'a voté. C'est une aide de 230 millions d'euros. Quand je dis d'ailleurs, toutes les oppositions. Et alors, mais vous ne l'avez pas voté. C'est pas vous, c'est l'initiative des Républicains qu'il faut rendre à César. Ce qui est à César. Moi, j'observe qu'on reste sur concrètement la vie quotidienne des Français, qui a voté, qui n'a pas voté. Ah mais le fioul, c'est le quotidien. On est tout à fait d'accord. Donc justement, parlons directement de la cuve à fioul, parlons directement des aides et parlons directement des conseils qu'on peut donner aux Français. Comment on peut les aider? Vous dites, William Martinet, il faut prendre l'argent. Si je résume grossièrement, je vous l'accorde, il faut prendre l'argent là où il est et aider les Français avec cet argent-là. Oui, parce qu'on ne peut pas parler de sobriété énergétique sans y mettre une grille d'analyse sociale. À la question comment la France va passer l'hiver, eh bien la question c'est de quelle France on parle. Il y a une France des riches qui va très bien passer l'hiver parce qu'ils pourront chauffer leurs grandes maisons, leurs grands appartements à 22 degrés, il n'y a pas de problème. Ils pourront même continuer à utiliser des jets privés. S'ils sont actionnaires de Total, ils auront bientôt, aussi les dividendes qui vont tomber. Donc cette France-là, elle va très bien. Il y a une France populaire qui, par contre, elle va avoir du mal à payer les factures, va subir les restrictions parce qu'on va leur dire peut-être que la piscine municipale va fermer parce que la collectivité n'a pas les moyens de payer la facture d'énergie. Donc il y a des générations d'enfants à l'école qui n'auront pas le plaisir de pouvoir apprendre à nager en allant à la piscine, ou c'est peut-être les activités sportives dans les gymnases qui pourront pas se faire parce que pareil, on pourra pas chauffer les gymnases. Donc il y a une inégalité qui est extrêmement forte dans la façon dont on subit ça. Avec la hausse des factures. Exactement. Donc moi, du coup, ce que je dis, vous avez raison, c'est qu'il y a une question de répartition des richesses. On peut protéger les Français de cette situation extrêmement difficile à partir du moment où on va chercher les super profits et où on s'en sert pour protéger les Français. Donc, et là, je me permets de rebondir sur ce qui a été dit sur le bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire comme il existe aujourd'hui, déjà le premier problème, c'est que c'est plus 15%. Qu'on soit bien tous d'accord sur le fait que c'est pas un blocage des prix, que le prix de l'énergie va augmenter. Et je rajoute même une chose, c'est que c'est un bouclier tarifaire qui est plein de trous. Voilà, moi je sais pas, sur ma circonscription, j'ai des locataires HLM qui viennent me voir et qui me disent regardez, mes charges ont été multipliées par 3. Le bailleur social m'explique qu'à cause de la hausse des prix de l'énergie, mes charges vont être multipliées par 3. Donc on est en totale déconnexion sur l'ensemble avec le plus 15% qui est annoncé nationalement. Donc tout ça ne fonctionne pas. Il faut le dire aussi, parce que quand il y a un aussi grand décalage entre ce que disent les politiques et ce que les gens vivent sur le terrain, je vais vous donner un exemple concret aux uns et aux autres. Tiens, on va prendre une entrepreneuse. C'était notre invitée ce matin dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Elle a une blanchisserie plutôt industrielle, 13 salariés. Elle travaille pour des hôtels dans un centre-ville. Sa facture d'électricité,
triple alors qu'elle vient juste de changer de contrat. Elle aurait dû, plus que tripler, elle aurait dû être multipliée au moins par 9. Qu'est-ce qu'on fait pour ces entreprises-là, qui ne sont pas les grands groupes, clairement avec des dividendes, qui ne sont pas non plus les classes populaires? Qu'est-ce qu'on fait pour ces entrepreneurs qui ont aussi une douzaine de salariés? William Martinet en un mot et ensuite la parole à vos collègues. Le problème de l'électricité. Est-ce que la production, le coût de la production d'électricité en France a été multiplié par 3? Parce que si madame entrepreneuse a une facture qui est multipliée par 3, est-ce que l'électricité coûte 3 fois plus cher? Non, ce n'est pas vrai. Parce qu'en France, l'essentiel de la production, elle est soit nucléaire, soit renouvelable. Le coût n'a pas évolué de cette façon. Donc, le problème, c'est le marché européen de l'électricité. Le problème, c'est que le pouvoir politique et Emmanuel Macron lui-même a mis des années à se rendre compte qu'on avait là un problème. Et alors moi, je suis très content d'entendre maintenant des députés de la majorité qui nous disent il va falloir revoir la façon dont fonctionne le marché européen de l'électricité. Écoutez, nous, ça fait des années qu'on dit qu'il faut en sortir et qu'il faut réguler les prix de l'électricité. Si ça avait été fait avant, peut-être que madame, dans sa blanchisserie, ne se retrouverait pas dans cette situation. Mathieu Lefebvre. Je ne crois pas que les solutions soviétiques continuent à fonctionner. Le blocage des prix, ça ne fonctionne pas. Je suis désolé de vous le dire. Ça s'appelle le tarif réglementé de l'électricité. On est peut-être dans la sobriété énergétique. On est peut-être dans la sobriété énergétique, mais vous êtes dans l'ébriété fiscale. Vous voulez une taxe partout, tout le temps et sur tout le monde. Non, et je suis désolé de vous le dire, mais le bouclier tarifaire, il fait en sorte que les Français qui se chauffent à l'électricité, ils vont pas payer 200 € en plus comme c'était prévu au mois de janvier, mais 20 € en plus. Et ceux au gaz, pas 180 €, mais 20 € en plus. Vous refusez cette solution, c'est pas très grave. Lesquels, moi, je suis heureux d'appartenir à une majorité qui met tout en œuvre pour répondre à cette problématique. Qu'est-ce qu'on fait sur les entrepreneurs? Je vais répondre. Et pour les entrepreneurs, comme je vous l'ai dit, l'inflation, elle pèse sur tout le monde. Elle pèse sur les ménages, elle pèse sur les entreprises et elle pèse sur les collectivités. Sur les entreprises, Bruno Le Maire l'a annoncé cette semaine, il y a un fonds de plus de 3 milliards d'euros pour l'ensemble des entreprises qui ont des difficultés, qui font face à des difficultés majeures de hausse de leurs contrats et de leurs prix. Ont remis leurs ouvriers au chômage partiel, par exemple. Absolument. L'État va se porter garantie pour faire en sorte que, notamment, ils ne puissent pas se retrouver en situation de faillite financière. Donc tout est mis en œuvre pour les entreprises et les plus petites d'entre elles bénéficient elles aussi du bouclier tarifaire. Donc c'est le retour du quoi qu'il en coûte énergétique. Précisément, c'est ce qui nous différencie, on nous l'a dit, c'est plus 15% sur le bouclier tarifaire. On assume d'avoir une hausse, mais une hausse raisonnable et limitée. Parlons de la hausse des prix en général d'ailleurs, Kevin Mauvieux. Si on regarde les chiffres de l'inflation, effectivement, la France a vu les prix augmenter de 5%. C'est historique, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Si je regarde à l'échelle européenne, en revanche, c'est 10% la moyenne. Si je regarde dans certains pays comme l'Estonie, dans des cas très particuliers à la frontière russe, c'est parfois 20%. Est-ce qu'on s'en sort bien ou est-ce que c'est qu'on retarde finalement le moment où on va mal s'en sortir ? On retarde indirectement le moment où on va mal s'en sortir. Parce que l'inflation, elle est prise en charge aujourd'hui par l'État. Quand on nous dit non, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé, et on n'est pas dans un quoi qu'il en coûte énergétique, si, on va atteindre 3 000 milliards d'euros de dette en 2023. On est dans un quoi qu'il en coûte énergétique, l'État prend tout. Qu'est-ce que vous proposez? Il ne faut pas le faire ? Alors, c'est pas qu'on propose, c'est pas qu'on dit pas qu'il faut pas le faire. C'est que nous, et on est heureux de voir que vous rejoignez les positions du RN, même si vous le dites pas. Ça va jamais de la vie. Oui, non, mais on a bien compris que vous étiez dans votre secte. Le truc, c'est que au niveau européen, il y a un marché européen de l'énergie qui tire les prix vers le haut. L'électricité est indexée sur le prix du gaz. Or, en France, on avait, jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron décide de faire le contraire, une électricité qui était majoritairement nucléaire. L'électricité nucléaire coûte peu cher. Elle est toujours majoritairement nucléaire en France. Elle est toujours majoritairement, mais beaucoup moins. Parce qu'Emmanuel Macron a préféré supprimer des centrales nucléaires ou arrêter des centrales nucléaires pour à la place mettre des énergies intermittentes qui ne fonctionnent pas tout le temps. Il y en a effectivement une qui a été fermée, les autres sont en rénovation ou alors en entretien. Et si je puis juste aller jusqu'au bout de mon propos, donc on a eu un renversement de situation en fin de mandat. On s'aperçoit finalement que le nucléaire, c'est bien. Bon, c'est trop tard. Maintenant, il va falloir payer cette année. Les Français vont devoir se serrer la ceinture au niveau énergétique pour des décisions qui ont été prises au niveau politique. Et une dernière chose, quand on nous dit au niveau européen, on ne fait pas ce qu'on veut, on est bloqué, on ne sort pas du marché comme on veut, on ne gère pas ce qu'on veut. Je suis désolé, mais je vais prendre un exemple, celui de l'Espagne. En Espagne, ils ont réussi à se décorréler. Ils ont un prix de l'énergie qui a augmenté comme tout le monde parce que c'est incontournable, mais beaucoup moins. Et la facture énergétique en Espagne va être beaucoup plus soutenable sans que l'État n'ait à intervenir de façon majoritairement financière. Je vous propose de laisser le mot de la fin à Claude qui nous appelle au 0826 300 300 depuis la belle ville de Perpignan. Bonjour à vous, Claude. Oui, bonjour. J'ai pris l'émission au vol et j'ai quand même entendu ce qui se disait. Moi, je crois qu'il faut effectivement
effectivement, la vraie solution, c'est de sortir du marché de l'électricité européen et non pas, comme le dit la Commission européenne ou le président de la République, de revoir le marché pour bloquer les prix de l'électricité. En fait, en France, ça a été dit chez vous, le prix de production d'électricité est plus bas que le prix de vente sur le marché, alors qu'en Allemagne, c'est plus élevé. Ou c'est en tout cas eux qui disent que le prix du marché. Moi, ce que je crains, c'est que nos impôts qui vont servir à payer le bouclier électricité, eh ben, ils servent simplement aux Allemands à avoir une électricité meilleur marché que ce qu'elle leur coûte avec leurs éoliennes et leurs centrales au charbon. Et ça, c'est scandaleux. Vous avez peur de financer l'Allemagne, si j'ai bien compris. Les éoliennes coûtent moins cher, beaucoup moins cher que le charbon et que le gaz. Hein. Effectivement, et en tout cas en termes de santé publique, pour le coup, c'est vrai que le charbon allemand a aussi des effets sur la qualité de l'air qu'on respire en France. Merci à vous pour votre message, Claude. Vous nous appeliez depuis Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, au 0826 300 300. Restez avec nous, chers amis, qui est avec nous. Nos trois invités, William Martinet, député insoumis, Kevin Mauvieux, député RN, Mathieu Lefebvre, député Renaissance. Dans un instant, un tout autre sujet, parfois même beaucoup plus dramatique, encore plus dramatique. Les 5 ans du mouvement MeToo, justement, la libération de la parole après l'affaire Weinstein. Qu'est-ce qui a changé dans notre société? Est-ce que la parole s'est davantage libérée? Est-ce que les femmes victimes de violences peuvent davantage se confier? On en parle avec nos invités et avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, le débat de la semaine. 5 ans après l'éclatement de l'affaire MeToo ou de la vague MeToo aux États-Unis qui s'est traduite en balance ton porc en France, est-ce que la parole des femmes victimes de violences s'est davantage libérée? On en débat avec nos trois invités, Kevin Mauvieux, député Rassemblement National, William Martinet, député Insoumis, et Mathieu Lefebvre, député Renaissance. 0826 300 300. Tout a changé en 5 ans pour la parole des femmes. Est-ce vrai ou faux? Christine, bonjour à vous. Vous nous appelez depuis l'Ardèche. Jamais les violences sexuelles et la lutte contre les violences sexuelles n'ont autant été abordées dans les médias, ne sont autant devenus un sujet de conversation sur la place publique. Est-ce que vous pouvez vous-même confirmer que la parole est plus libre aujourd'hui? Alors oui, mais par contre, moi je suis mitigée. Je trouve que la parole des femmes, c'est vrai qu'elle s'est libérée, elles vont plus facilement porter plainte s'il y a eu quelque chose, mais il y a quelque chose qui me choque quand même beaucoup, c'est qu'il y a certains hommes qui sont intouchables. C'est-à-dire qu'on a beau dire il s'est passé ça, et c'est vrai que c'est parole contre parole, mais tout de même, enfin moi c'est mon point de vue, hein, je trouve que ça a été un bien. Les femmes, bon, moi maintenant j'ai 68 ans, hein, donc c'est pas que j'ai pas peur, mais j'ai l'impression que je serais plus armée pour me défendre. J'avais eu un petit problème à l'époque quand j'avais 17 ans, mais rien à voir avec ce qui se passe maintenant pour certaines personnes. Mais ça a changé, oui, ça a changé. Les femmes, je trouve qu'elles sont plus fortes, elles se sentent peut-être plus sûres d'elles. C'est clair que quand vous tombez sur un violeur, c'est-à-dire une personne qui, comme des fois on les relâche et ça recommence, là franchement je trouve que c'est exagéré. Alors est-ce que c'est la justice? Est-ce que je ne sais pas ce que c'est, quoi. Voilà. Effectivement, la réponse pénale en tout cas qui vous inquiète par moment. Merci pour votre témoignage, Christine, depuis l'Ardèche au 0826 300 300. La parole est plus libre, William Martinet. Écoutez, il y a plusieurs questions. Est-ce qu'il est plus facile pour une femme de s'exprimer sur les violences sexuelles? J'aurais bien du mal à répondre et je laisse les femmes le dire. Par contre, il y a une question qui là nous concerne tous, hommes ou femmes, et surtout responsables politiques. Est-ce qu'on écoute davantage? Exactement. Est-ce que la parole des femmes est mieux recueillie? Sur ce terrain-là, je pense que les choses ont bougé favorablement, mais je pense que la situation est encore très compliquée. Pour une femme qui subit des violences sexistes et sexuelles, je pense que ça reste un parcours du combattant de faire valoir ses droits. Ça reste un parcours du combattant d'aller déposer plainte, d'être entendu, que l'enquête soit sérieuse, que l'enquête se fasse rapidement, surtout que l'enquête aboutisse à une condamnation. Si on parle de la situation la plus extrême dans les violences sexuelles, en particulier le viol, c'est le crime, c'est sans doute un des crimes qui est le moins réprimé. En France, c'est 4 femmes par heure qui subissent un viol ou une tentative de viol, et on a 1% des viols
qui donne lieu à une condamnation. Donc ça nous dit quand même tout le chemin qu'on a face à nous. Alors il y a la question des forces de police et de gendarmerie. Donc, il faut pouvoir les former, il faut pouvoir leur donner les moyens, il faut aussi pouvoir lutter contre les préjugés sexistes qui peuvent exister dans la police comme dans d'autres secteurs de la société. Donc il y a la police, mais il n'y a pas que ça, parce que pour qu'il y ait qu'un seul % des viols qui soient condamnés, ça veut dire que c'est toute la société qui d'une certaine façon euphémise, dissimule, ne préfère ne pas parler de ces sujets-là. En tout cas, exactement. Les victimes à en parler publiquement. Kevin Mauvieux ? Je pense, moi, effectivement, alors encore une fois, on n'est pas derrière chaque femme de France, donc c'est difficile d'affirmer que ça a fonctionné. Au regard des chiffres, on aurait tendance à dire qu'effectivement, ça a libéré quand même, au moins en partie, la parole des femmes. Après, la problématique, c'est ce que disait votre auditrice à l'instant, la problématique en France, dans tous les domaines, mais encore plus dans celui-là, c'est la réponse pénale derrière qui est apportée en réaction à des viols avérés qui ont fait l'objet d'un jugement, qui ont fait l'objet d'une condamnation avec des guillemets, parce que bien trop de femmes retrouvent leur violeur dans la rue quelques semaines ou quelques mois après être passé devant le tribunal. Ça, c'est totalement inadmissible. On est dans un pays où le laxisme, dans tous les sens, y compris dans les affaires de viol, est une grosse problématique. Donc la parole s'est libérée, mais avec toujours la crainte derrière de ne pas être entendu par la justice. Mathieu Lefebvre. Je crois que c'est un sujet trop grave pour se livrer à de telles polémiques. Je voudrais d'abord dire à cette dame que personne n'est intouchable. Et précisément pour la justice, les femmes qui sont victimes de ce type de violence, c'est une priorité et une priorité absolue. Quand il est encore temps d'ailleurs que la justice passe et quand par exemple les faits ne sont pas prescrits, ce qui n'est pas toujours évident. Absolument, et c'est la raison pour laquelle le mouvement MeToo, il a permis cette libération de la parole qui se traduit en effet dans le nombre de plaintes et de signalements qui sont déposés, qui doivent toujours être déposés auprès des forces de l'ordre et auprès de la justice pour enclencher la machine judiciaire qui ne s'arrêtera jamais face à ce type de violence inacceptable. Mais il me semble que c'est un sujet qui est trop important pour être livré aux polémiques et qu'on devrait tous pouvoir se rassembler en saluant notamment l'effort qu'a fait le gouvernement pour former plus de 90 000 policiers et gendarmes à l'accueil de ces victimes, au dépôt de plainte hors les murs, et faire en sorte qu'on puisse poursuivre ce travail en faisant en sorte que ces violences fassent l'objet d'un suivi spécifique, d'un traitement spécifique et d'un traitement adapté. Donc pas de polémique sur ce sujet. Alors si je puis me permettre, je ne vais pas appeler ça de la polémique, mais du débat politique. Il y a un sujet dans la lutte contre les violences faites aux femmes qui sont quels moyens sont mis dans la lutte contre les violences. Voilà, les moyens, c'est la plateforme téléphonique, c'est est-ce que les moyens ont été policiers, doublés. les gendarmes sont formés. Ce que nous disent les associations, c'est qu'il y a besoin d'1 milliard d'euros pour un véritable plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Et ces moyens, à l'heure actuelle, ne sont pas mis sur la table. Le budget du ministère, mais c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Vous polémiquez, monsieur polémique sur la réponse pénale et vous polémiquez sur les associations féministes. Les associations féministes aussi, vous pensez qu'elles polémiquaient? Non mais essayons de Est-ce que quand on pointe du doigt quelque chose, c'est toujours quand chacun commence. C'est les associations féministes qui le demandent. C'est toujours. On va couper. Attention parce qu'on va couper les micros, chers amis. C'est toujours quand quelqu'un commence à dire. C'est toujours quand quelqu'un commence à dire qu'il ne faut pas polémiquer que le plateau finit par s'enflammer. Mais c'est normal. Quoi qu'il en soit, ça veut dire aussi que ce sujet passionne toute la société, y compris d'ailleurs tous les représentants nationaux. Merci à vous d'être intervenus sur ce studio, sur ce débat. Sur Sud Radio, Kevin Mauvieux, député Rassemblement National de la 3e circonscription de l'Eure, William Martinet, député Insoumis et NUPES des Yvelines. Et merci à vous, Mathieu Lefebvre, député Renaissance dans le Val-de-Marne. Je ne le dis pas, mais le 16 octobre, marche contre la vie chère et l'inaction climatique à Paris, à l'appel de la NUPES. La publicité clandestine aura été... Ils vont rejoindre la République en marche. On vous propose non pas de marcher, mais de prendre la route. Alors, sobriété routière, on va voir avec Jean-Luc Moreau tout de suite, puisque on va retrouver Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. On parle auto sur Sud Radio à partir de 11h. Bonjour à vous, Jean-Luc. Bonjour. De quoi on va parle pas polémiquer, nous, mais on va se poser une vraie question. Ça peut arriver. Vous savez qu'on nous parle de sobriété énergétique, d'économie, etc. Et pourquoi le marché de la pièce de réemploi ne décolle-t-il pas en France ? Voilà, ça c'est une vraie question. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'avantages, mais il y a un blocage au niveau des réparateurs. Alors, on cherchera à savoir pourquoi. On vous donnera quelques exemples. On remplace trop de pièces, du coup, c'est ça ?
Non, on remplace pas trop de pièces, mais on vous vend des pièces neuves alors qui sont 2 à 3 fois plus chères, alors qu'il y a des pièces de réemploi qui font le même job. Et ça, c'est du gâchis. Et qui sont garanties en plus. Et ça, c'est du gâchis. Sud Radio aime la voiture, 0826 300 300. Vous nous appelez, vous prenez la parole. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau vous attendent. On parle auto. C'est à partir de 11h. Quant au Grand Matin Week-end, on se retrouve demain à partir de 7h et on donnera la parole d'ailleurs à une des porte-paroles de la gendarmerie nationale. Comment libérer la parole pour les victimes de violences. C'est un sujet évidemment majeur sur lequel nous serons amenés à revenir, bien entendu. Belle journée à vous, à l'écoute de Sud Radio.